Alors bonjour, c'est la 54e édition de la revue de la semaine et pendant que je parle, il neige. Alors, ça me fait un peu rigoler de voir que c'est le gros titre de toutes sortes de médias, parce que quand même, qu'il neige et qu'il pleuve en hiver, c'est assez banal. Moi j'aime bien qu'il neige. Hier, les collaborateurs du groupe, ils ont fait un petit bonhomme de neige sur le bord de la fenêtre du groupe. Bon, alors tout le monde a défilé pour regarder un bonhomme de neige. On a tous des nostalgies. Moi, j'ai habité dans le Jura, comme vous le savez, pendant bien des années. J'adorais la neige. Quand je la vois tomber, j'entends le calme que ça répand. Et moi, je dormais mieux quand il y avait de la neige. Et ensuite, le week-end, je partais avec le chien. On faisait une tirée, là, 1 heure, 2 heures. Ça me manque. Et maintenant, bon, à Marseille, il n'y a pas eu de neige, hein. Et puis ici, à Paris, il y en a, mais ici, la neige, c'est que de la gadoue, hein. C'est pas vraiment de la neige. Pour que ce soit de la neige, il faut que ça reste un peu blanc et que tout le monde ne marche pas dessus tout le temps. Enfin bon, allez, générique. Je commence par un sujet qui est... je l'ai à cœur et je ne sais pas comment le dire. Depuis quelque temps, il y a une attitude à l'égard des élus, des députés, que je juge malsaine. Alors c'est difficile d'en parler parce que quand on prend la défense de l'Assemblée et des parlementaires, il règne une telle ambiance de grossièreté aujourd'hui que sans arrêt vous entendez, vous vous faites traiter de planqué. Je lis plein de phrases qui sont dures, qui disent il y en a assez de ces gens que nous allons payer grassement. Bon. Et cette ambiance, pour ceux qui aiment l'histoire, qui connaissent les événements qui ont pu agiter les pays dans le passé, c'est toujours un moment bien particulier, hein. Les riches, les puissants, les importants, eux, vous n'entendez pas parler d'eux, ni du fait qu'on les engraisse du matin au soir, vous tous un par un, par vos achats, par des fois rien du tout, simplement le fait que vous utilisez votre carte bancaire, vous leur versez un tribut, hein, qui est un impôt privé, on appelle ça bénéfice pour ces entreprises. Ça, vous n'en entendez pas parler. Mais par contre, il y a un focus toujours sur les parlementaires et souvent après les fonctionnaires. C'est-à-dire une espèce de haine de l'État et de la démocratie. Alors, la facilité, c'est de ne pas en parler, ou de se réjouir des mauvais coups que prennent les autres. Mais moi, je veux en parler pour lancer une alerte. Attention, il y a une ambiance, un climat anti-parlementaire qui est toujours dangereux en démocratie. On peut rectifier les institutions. Vous savez que nous nous battons pour qu'il y ait une constituante, c'est-à-dire que pour que le peuple lui-même redéfinisse les règles du jeu, la fonction de chacun, et ainsi de suite. Ça, c'est des sorties positives. C'est des sorties respectueuses de la démocratie, puisqu'elles la refondent. Et puis, vous avez cette bouillie, là, nauséabonde, d'attaques incessantes. Et je vais vous surprendre, je vais même défendre les députés La République En Marche, parce qu'il y a un journal qui est situé, qui est dans la droite extrême, qui s'appelle Capital. Bon, un nom, vous avez compris de quoi il s'agit. Et qui aime bien touiller la boue, quoi. Fabriquer. Bon, moi j'ai un procès en diffamation avec eux parce qu'ils sont vraiment capables de tout. Et là, ils ont publié un classement. Alors, normalement, je m'en fous, moi je suis bien classé, mon groupe aussi, la France Insoumise, c'est formidable. Mais je sais ce qu'ils veulent faire comme ça. Alors, il y a des gens qui ont pris ça au pied de la lettre parce que ça leur revient par rumeur, parce que ça, personne n'achète Capital, heureusement, mais ça vient par les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et les élus se font accrocher tout le temps, mais sur un mode qui est, à la fin, qui est décourageant totalement. Vous ne faites rien. Par exemple, l'hémicycle est vide. J'ai entendu ça, mais 100 fois. C'est de la connerie, les amis. Comment voulez-vous que l'hémicycle soit rempli? Je vais vous donner un exemple. Hier, on votait, c'était le dernier vote, peu importe comment ça s'appelle, la commission mixte paritaire entre l'Assemblée et le Sénat avait conclu, et on votait sur ses conclusions. Un truc incroyable, hein, soit dit par parenthèse, parce qu'on a vu une chose qu'on voit très rarement. Déjà, c'est des ordonnances, mais le gouvernement a mis des amendements au cours de cette commission mixte paritaire. Vous ne savez même pas que ça existe, hein. Racontez pas d'histoire, ça existe. Il y a là quelques parlementaires, les uns de l'Assemblée et les autres du Sénat, il y a un nombre bien réglé, et puis on discute, on dit bon, article 1, bon, on a dit ci et ça, non, pouf, le dernier mot à l'Assemblée, article 2, ceci, cela, et au milieu, le gouvernement dit bon, et là, il y a un amendement, on le met, tout le monde est d'accord, forcément, comme c'est lui qui a la majorité,
forcément il a la majorité. Donc on a introduit des choses dans la loi au dernier moment et par cette méthode. Et on arrive dans l'hémicycle. Bon, comme c'est la conclusion de CMP, on ne recommence pas tout le débat. Honnêtement, ça serait absurde. Et donc, bon, moi j'ai 5 minutes de temps de parole pour le groupe. Les députés décident que c'est moi qui fais l'intervention pour clore le cycle. C'est un peu solennel, c'est le président du groupe et tout ça. Bon. Et évidemment, nous, le groupe La France Insoumise, on s'arrange pour qu'il y ait le plus de nos députés qui soient là, parce que c'est un moment important et triste. C'est le moment où on liquide le code du travail tel qu'il était fait jusque-là. C'est pas rien comme événement. Nous ne voulons pas de ce monde. Nous le combattons de toute notre énergie. Nous ne voulons pas d'un monde de précarité, de peur du lendemain, de statut inassuré. Naturellement, pas un mot dans les médias. Hein. Ils ont plus important, par exemple, la neige, hein, à parler. La liquidation du code du travail. Au revoir et merci, c'est pas leur sujet. Mais ce qui est important, c'est que l'hémicycle est vide, mais c'est pas de la faute des gens qui devraient être dans l'hémicycle. Dans mon groupe hier, on a fait le point. Moi, je suis assis au premier rang, comme vous voyez les images, hein, donc je vois les copains arriver, quand ils sont en retard, un par un. Il vaut mieux vous dire qu'en général, je leur fais pas des compliments parce qu'ils arrivent en retard. C'est mon boulot de président de faire ce genre de remarques. Alors j'ai dit, tu sors toi? Bon, eh ben, il y avait plusieurs de mes députés, je ne vais pas donner leur nom, qui avaient une commission, en même temps qu'il y avait la plénière, où on votait un vote super important sur les ordonnances travail. D'accord? Sur le code du travail. Vous comprenez? Ils avaient une commission en même temps. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de leur commission en courant. Pas de bol, dans 2 cas, ça tombait au moment où ils avaient la parole. Ils sont venus dans l'hémicycle, ils ont voté, et puis ils sont repartis dans leur commission. Vous comprenez? C'est une organisation chaotique du travail. Et pourquoi? Parce qu'ils n'arrêtent pas de bourrer le calendrier parlementaire. Donc tout a lieu en même temps. Normalement, on devait siéger mardi, mercredi, jeudi, et puis on rentre dans nos circonscriptions, normalement le vendredi, samedi, parce que c'est souvent là qu'il y a le plus d'actualité, et le lundi. Comme ça, on revient le mardi ici. Bref, on passe 4 jours en circo et 3 jours ici. Voilà, ça c'est normal. C'est un rythme normal. Je vous demande de le comprendre. Être député, les exigences qui pèsent sur un député sont de plus en plus folles. Et vous avez un type qui aggrave tout, qui est le président de l'Assemblée. Alors celui-là, il se figure qu'on l'a élu, je ne sais pas quoi moi, empereur ou chef des députés ou surveillant général de l'Assemblée nationale. Bon, alors forcément, depuis son balcon, c'est lui qui jette le plus de pierres en disant nous allons appliquer tel règlement, punir avec des amendes. Alors ça, évidemment, ça plaît, les gens entendent ouais, les amendes, les députés ils foutent rien, gagnent beaucoup d'argent. C'est pas vrai, on passe notre vie à courir partout. Y compris les députés de La République En Marche qui s'en prennent plein la tête. Donc j'aime mieux vous dire que, bien sûr, il y a des jours où nous on ricane, on dit très bien, De Rugy fait le boulot de dire du mal des députés de La République En Marche. Mais il faut aller plus loin que son attache partisane. Il faut réfléchir au sens du fonctionnement des institutions. Parce que c'est une campagne qu'ils sont en train de mener. Quand l'autre, le président Macron, va surgir et en vous disant « je vous propose par référendum de supprimer 200 députés », vous allez avoir plein de gens qui vont dire « oui, 200 feignants de moins ». Voilà. Et ils auront tapé l'institution parlementaire. Vous allez le voir. Ces choses-là vont se mettre en place. Et donc, le ci-devant président de l'Assemblée nationale, De Rugy, n'arrête pas d'en jeter encore et encore et encore. Bon, alors évidemment, ça nous rend service, puisqu'encore une fois, je vous le dis, en pleine campagne électorale, c'est lui qui dit que les députés de La République En Marche sont absents. Alors nous, ça ne nous coûte rien de dire, même le président le dit. Mais c'est pas à lui de faire... Qu'est-ce que ça veut dire de faire ce boulot? Il fait une interview dans une super émission, Brut, hein, et il passe son temps à expliquer que François Ruffin n'attache aucun intérêt à ce qu'il dit, la seule chose qui compte pour lui, c'est de faire des vidéos. Ce petit bonhomme de Rugy qui, comme ça, distribue les bons, les mauvais points, etc. Personne ne parle jamais de lui. Il est payé le triple de ses collègues. Vous le voyez, le triple dans la salle? Non. Et quand on a fait la journée parlementaire, la niche parlementaire de La France Insoumise, on est ses collègues quand même. L'Assemblée, c'est les groupes qui le constituent. Pas une minute de présidence de Rugy. Il ne vient pas un quart d'heure s'asseoir dans le fauteuil pour... Il a peut-être d'autres choses à faire, je ne sais pas quoi, hein, soit dit par parenthèse. Je ne sais pas ce qu'il a d'autre à faire. On aimerait bien le savoir, parce que qu'est-ce qu'il fout celui-là? Il n'est pas au perchoir tout le temps, on peut le comprendre. Il n'est pas là quand les collègues... quand il y a des niches parlementaires, il organise des trucs à coups de trick avec les Allemands, le résultat, on se couvre de ridicule parce qu'il n'y a personne dans l'hémicycle ce jour-là, parce qu'il a lui-même rendu tout ça odieux, et maintenant, ça n'empêche pas de toucher la bonne paye, lui. 3 fois la nôtre.
Pourquoi faire? Et quand il n'est pas au perchoir, tu ne le vois jamais dans les bancs. Un président de l'Assemblée, c'est un député comme un autre. On ne l'a pas élu roi du monde. Tout ça, c'est pour vous dire, il y a une ambiance désastreuse et le fait que ce type de campagne de dénigrement des parlementaires soit mené par le président de l'Assemblée nationale lui-même, ça montre que c'est un plan politique, c'est un objectif politique qui est poursuivi. Alors les gens, regardez bien, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, essayez de comprendre le genre de vie qu'on mène et ce qu'on est en train de faire à chaque fois dans cet hémicycle. Bon, moi je suis très fier du groupe La France Insoumise et vous êtes nombreux qui avez voté pour nous, qui êtes contents de nous, vous nous l'écrivez, ça nous fait un bien fou. Mais attention, c'est pas parce qu'on a de bons classements, de bons jugements qu'il faut qu'on accepte que l'institution parlementaire soit mise en cause à travers les autres. Hein. Encore une fois, nous, on n'est pas une espèce de horde, nous autres les insoumis, hein, qui croyons comme ça, qui nous laissons emporter par la mode, les derniers sentiments, surtout quand on essaye de nous manipuler comme ça. Les gens, vraiment, il y a un problème avec la démocratie dans ce pays. La solution, elle est par le haut. C'est de faire une constituante et de tout remettre à plat. Mais là, ce qui est en train de se passer, ça sent mauvais. Hein. Ça sent très mauvais. Bon, maintenant, je voudrais vous alerter, vous appeler à un peu vous renseigner, lire et regarder. Vous avez vu qu'il y a eu à nouveau un coup de torchon sur les bourses. Bon, pour ceux qui suivent nos travaux et nos écrits et tout ça, c'est pas vraiment une surprise. Il y a au-dessus de l'économie réelle, au-dessus du monde entier, une énorme bulle financière qui est composée par des milliards de dollars qui n'ont pas d'autre existence que de circuler dans cette sphère financière. Les États-Unis d'Amérique sont loin d'avoir assuré la production matérielle réelle qui correspond à cette masse des dollars. Et par conséquent, à tout moment peut survenir une bulle qui éclate et qui entraîne tout le reste. Alors une bulle, c'est que, par exemple, je ne sais pas si vous savez ce que sont les bitcoins, hein. Non, vous ne savez pas, ben, tant pis, je ne vous l'explique pas, c'est trop long. C'est une monnaie qui n'existe pas, virtuelle. Alors, mais enfin, elle existe quand même parce qu'elle peut s'échanger et elle peut être utilisée pour payer. Alors, les gens qui avaient des bitcoins en décembre, ils les achetaient, ça valait 20 000 $. Maintenant, ça en vaut 6 000. Ceux qui en avaient se sont fait détrousser de 2/3 de la valeur. Pas rien, hein. Une chute, alors évidemment, vous, moi, on est là, on dit, bon, voyons voir, c'est de l'argent virtuel qui vaut moins cher, bon... Tout ça, c'est très compliqué hein, à comprendre. Mais en attendant, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tout d'un coup perdu une quantité considérable de ce qu'ils appellent leur épargne ou l'argent avec lequel ils spéculent. Donc, à tout moment, ça peut se produire à un bout ou à un autre, et à partir de là, bah, si vous voulez, celui qui tout d'un coup s'aperçoit que sa réserve de bitcoin a fondu, oh là là, il se dépêche de vendre autre chose pour se refaire, pour compenser la perte parce qu'il en a besoin, c'est son argent. Pom, 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 effet domino. Ça, c'est quand il y a des gens qui interviennent. Mais en plus, il y a des machines. La machine, elle est au courant de rien. Elle ne sait pas ce qu'est un bitcoin ou un machin, s'en fout. On lui dit, voilà notre portefeuille, si tel truc baisse, tu vends. Et quand quelque chose monte, tu prends. En route. Bah, la machine, toc, 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 elle fait ça. Il y a des gens qui vendent, allez, je vends aussi. Donc ça aggrave les choses. Il y a des effets comme ça qui tiennent à la façon avec laquelle la sphère financière elle-même existe, c'est-à-dire autour le réseau. Alors ça, c'est un facteur très dangereux, c'est pas un jeu. Hein. En 2008, une structure s'est effondrée en entraînant des dizaines d'autres derrière elle. On a senti passer l'ardoise, hein. On n'a toujours pas fini de la payer. Et tout le monde, je vous l'ai déjà dit hein, dans cette revue de la semaine à plusieurs reprises, tout le monde dit la suivante crise, là, elle est en train de mûrir. Parce que la sphère financière a gonflé d'une manière absolument incroyable dans la dernière période pour contrebalancer les problèmes qui ont suivi le krach de 2008, vous vous en souvenez, et puis parce que les banques centrales se sont mis à éditer du pognon sans contrepartie matérielle. Et puis tous les grands esprits ont continué à aggraver la chose. Par exemple, le nôtre de grand esprit, là, M. Macron, il a supprimé l'impôt sur la fortune sur la partie, vous n'êtes pas au courant, enfin les gens qui ont des actions, ça comptait comme de la fortune. Hein. On se demande bien comment ça pourrait compter pour autre chose que de la fortune. C'est de la fortune. Mais sur cette part-là, hein, pas sur les châteaux, les grosses villas ou je sais pas quoi, hein, sur la part juste les actions. Il a dit là, pouf, ça compte plus dans la fortune, il n'y a plus d'impôt dessus.
et en se disant, bah, l'économie d'impôts qu'ils font, ils vont le remettre dans l'économie réelle. Ils vont acheter des actions, ou ils vont ouvrir un commerce de boulangerie, ou une usine de métallurgie, etc. On rigole, ils ne vont pas le faire. Je l'ai dit dans l'hémicycle, j'ai dit, mais pourquoi vous croyez que tout cet argent va revenir dans l'économie réelle? Dans une économie réelle qui est là, à moitié subclaquante? Non, elle va aller dans la sphère financière, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas un rond qui est revenu dans l'économie réelle, tout est parti dans la spéculation. On appelle ça la spéculation, hein, parce que ça se comprend plus vite. Donc là, on a une situation, il faut faire très attention, suivre et comprendre la suite des événements. Et le deuxième élément, c'est l'agressivité croissante des États-Unis d'Amérique. Alors, beaucoup de gens vont vous dire, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ils viennent de sortir leur plan de défense, et évidemment, tous les ballots qui sont pris dans l'OTAN, qui est l'organisation, l'alliance militaire dans laquelle on se trouve, que commandent les États-Unis d'Amérique, ils sont embarqués derrière les États-Unis. Et les États-Unis ont besoin de montrer qu'ils sont les plus forts. Pourquoi ils ont besoin de montrer qu'ils sont les plus forts? Parce qu'ils sont les plus faibles. C'est eux qui ont inondé le monde de dollars, et si les pays cessent de commercer en dollars, ce qui est en train de se produire quand la Chine et ses voisins décident de commercer dans leur monnaie à eux, eh bien les États-Unis peuvent, le dollar pourrait s'effondrer. Donc tout le monde est sur un monde en déséquilibre partout. Donc les États-Unis jouent les biscottos pour montrer, voilà, nous sommes les plus forts, hein, c'est d'ailleurs pourquoi, quand vous avez un dollar dans la main, ou qui est écrit dessus « Nous croyons en Dieu hein, », c'est aussi bon que si vous aviez une de l'or. Hein. C'est pas vrai évidemment, mais il faut voir. Donc une politique très agressive, du gros bâton pour montrer qu'ils sont là, les plus forts, que c'est eux qui garantissent l'ordre du monde. Et dans les documents qu'ils mettent, d'abord, c'est un budget de défense absolument incroyable, absolument incroyable. À eux tout seuls, ils ont autant que les 9 suivants, les plus importants. Ce sont des sommes gigantesques qui rentrent comme ça dans l'économie d'armement nord-américaine. Évidemment, l'économie d'armement, si vous mettez... qu'est-ce que c'est l'armement? Du cuivre, du caoutchouc, du plastique, des ouvriers qui assemblent, montent, liment, enfin voilà, ça fait tourner l'économie de manière artificielle pour fabriquer des trucs qui, on l'espère, servent à rien, des armes. Mais ça sert d'économie d'armement, parce que d'entraînement. Donc, vous êtes le gars qui est à l'usine, bah, vous avez une bonne paye dans votre usine à fabriquer des chars, et bien vous allez emprunter, vous achetez la maison, ou bien vous achetez une voiture, ou bien vous vivez mieux. Donc, on voit comment ça entraîne tout le reste de l'économie. C'est un truc classique, les Américains font ça, à chaque nouveau président, ils relancent un grand plan, la sécurité, le machin. Tout leur discours sert à ça. Mais on voit comment les choses se mettent en place. Trump a l'air d'un fou, mais il n'est pas fou. Il fait des choses extrêmement rationnelles, dans un emballage qui paraît délirant. Mais il n'est pas sorti de la ligne classique des États-Unis. Quelle est leur ligne? C'est de dire, écoutez, il faut rapatrier la production aux États-Unis. Parce qu'on est en train de se faire dépouiller, et puis surtout, on n'arrive pas à avoir un rapport entre le dollar et la masse de ce qu'on produit qui ne nous mette pas en danger. Donc il faut rapatrier. De même qu'ils ont décidé de ne plus dépendre des autres pour le pétrole. C'est comme ça qu'ils ont fait le pétrole de schiste, et ainsi de suite. Donc c'est toujours cette ligne qui consiste à ramener sur eux-mêmes qui est à l'œuvre dans les conditions particulières de l'état du monde aujourd'hui, où pour la production et l'échange, les uns dépendent des autres, et surtout les États-Unis. Donc, quand vous avez la conjonction menace d'une crise financière et un discours ultra-militariste, il y a problème. Hein. Je veux le signaler pour vous demander, faites l'effort de lire ce qui se dit, ce qui s'écrit sur ces sujets. Parce que ça vous permet d'avoir une bonne compréhension du monde et pour pas vous laisser embarquer dans la propagande qui essaye de vous faire croire que les vrais problèmes de notre époque sont ailleurs que dans la manière avec laquelle les États-Unis d'Amérique dominent le monde. Et cette fois-ci, ils le font d'une manière de plus en plus vindicative. J'ai lu par exemple dans le rapport là sur la défense, les États-Unis mettent en cause la Chine et la Russie, mais avec un vocabulaire incroyable. Hein. Il dit c'est eux les dangers pour l'ordre du monde. Bon, mais ils s'entendent pas bien entre eux. Incroyable. Non, c'est pas la Chine et la Russie des dangers pour l'ordre du monde. C'est les États-Unis d'Amérique qui sont un danger pour l'ordre du monde. C'est personne d'autre. Enfin, il y en a d'autres, mais les plus importants et les plus agressifs, parce que les plus armés, c'est eux. Donc voilà, il y a alerte sur la paix et alerte sur la planète finance. Dans les deux cas, j'espère que vous vous rendez compte que je suis obligé de le dire, sinon personne ne va le dire à ma place. Hein. On a vu juste. On a vu juste, c'est bien là que sont les plus grands dangers pour notre époque.
et pour la paix du monde. Alors il y a un instant, je vous ai parlé de ce risque sur la planète financière. Alors on dit les marchés, rigolade, les marchés, les capitalistes, ça ne s'appelle pas autrement, les courtiers, les traders, les marchés, ça n'existe pas. Sont inquiets, vraiment ils sont inquiets, hein. Il y a un gros sujet d'inquiétude pour eux, c'est que les gens risquent d'aller mieux. Sérieux, c'est ça leur crainte. Ils disent, l'emploi va mieux aux États-Unis, ça fait monter les salaires, donc ça va faire diminuer les profits, donc il y a un problème. Pour eux, ce qui compte, c'est les profits. Autrement dit, c'est la démonstration que le bonheur des uns est fait du malheur des autres. L'accumulation de la richesse se fait parce qu'il y a une surexploitation. Et le jour où cette surexploitation semble pas s'arrêter, se ralentir, alors ils ont une grande inquiétude et ça met le monde en danger. Autrement dit, on voit bien que c'est le travail, la répartition de la richesse que produit le travail entre la rente, le capital et le travail qui est le cœur de l'explication de ce qui se passe dans le monde et le cœur des enjeux de la politique. Comment on répartit la richesse qu'on produit et quelle richesse produit-on et comment la produit-on? Cette question, elle est indépassable. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, hein, toutes les lubies successives qui arrivent. Alors un coup, c'était le monde en réseau qui allait annuler le travail. Après, c'est les robots qui vont annuler le travail, etc., etc., etc. De toute façon, à la fin, tout revient au travail. Qui l'exécute? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'on produit? Comment on répartit ce qui est produit? Et c'est pourquoi vous trouverez toujours des gens comme moi sur la brèche, sur le sujet. Il y a 3 ans, comme ça, j'ai commencé une campagne contre le statut de travailleur détaché. Je trouve qu'on s'y est pas trop mal pris. Les syndicats hésitaient, hein, parce que c'est un peu compliqué, un travailleur détaché, c'est quand même un travailleur. Donc, ils défendent dans la communauté du travail, mais en même temps, les syndicats ne sont pas d'accord pour le statut de travailleur détaché. Là-dessus est arrivé Macron, qui a bien compris qu'il y avait là un sujet qui exaspérait tout le monde, et alors il a remué bras et jambes, on va changer le statut de travailleur détaché. Et toutes sortes de gens ont cru que c'était vrai. Il faut dire que les médias y ont été, hein, grande victoire, etc. Rien n'a changé. D'accord? Vous m'entendez? Regardez bien. R-I-E-N. Rien. Rien de ce qui compte. Qu'est-ce qui compte? C'est qu'un travailleur détaché continue à coûter moins cher qu'un travailleur local. Et pourtant, il est payé pareil. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les cotisations sociales sont payées dans le pays d'origine. Et donc, la pompe à aspirer des travailleurs détachés continue. Alors qu'on a des millions de chômeurs, vous avez en France plus de 500 000 travailleurs détachés. Vous entendez les gens? Un demi-million. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font qu'on ne sait pas faire sur place? Rien. Ils ne font rien qu'on ne sache faire nous-mêmes. Je veux dire, les gens qui sont ici. Donc, ils ne sont pas ici parce qu'ils savent faire quelque chose ou parce qu'ils le font mieux que ceux qui s'y trouvent. Ils sont ici parce qu'ils coûtent moins cher. Donc, moi, je continue ma bataille. Et je la continue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une explosion du nombre de travailleurs détachés qui viennent en France. Et parmi toute cette masse de travailleurs détachés, qui sont là sans raison, on a regardé un peu dans les détails. Et qu'est-ce qu'on découvre, les amis? Parmi les travailleurs détachés, vous, dans votre tête, vous vous dites, bah oui, c'est des Polonais, je ne sais pas pourquoi on s'en prend toujours à ces pauvres Polonais, ou des Tchèques. Le résultat est que vous croyez que c'est seulement des étrangers. Et quand vous regardez de près la statistique, vous avez 37 000 Français travailleurs détachés. Vous avez compris, les gens? Ça veut dire que vous avez des gens qui sont ici, qui ont un contrat de travail qu'ils signent ici. Ils n'ont pas été mettre les pieds ailleurs. Ils signent ici un contrat de travail avec une entreprise qui est logée dans un pays étranger où les droits sociaux sont plus bas. Voilà. Et donc, un travailleur, une salariée en France, qui est de là, qui n'est jamais parti de là, coûte moins cher et concurrence les autres travailleurs uniquement à cause du coût social que ça représente pour le patron, du prix que ça coûte d'embaucher quelqu'un en France. Et le prix que ça coûte en France, c'est un prix qui intègre des besoins de santé, notamment vieillesse, maladie, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc, je le redis,
le jour où on aura une majorité pour le faire, nous abrogerons le statut de travailleur détaché. Il n'y aura plus de travailleurs détachés en France parce que c'est une délocalisation à domicile et que c'est insupportable. Je veux que vous le sachiez, la question du travail est centrale. Vous avez peut-être regardé, quand on a fait notre niche parlementaire, on avait 5 projets de loi. Bon, on en a pas mal parlé. Hein. Il y en avait un sur ce qu'on appelle, ce qui est une manière déjà de masquer les choses, le burn-out. D'accord, burn-out, ça fait moderne. Hein. Une maladie bizarroïde, très moderne. Non, non, non. Ça s'appelle épuisement professionnel. C'est-à-dire, c'est l'homme, c'est la femme qu'on ne peut plus. Parce qu'il y a des normes de tâches insupportables, parce qu'il y a du harcèlement pour en faire plus, parce que c'est le management par la peur. Je ne vais pas vous raconter tout ça, vous le savez. On parle de 600 000 personnes dans ce cas. On retient des fois le chiffre de 400 000. En tout cas, il y en a 600 par an qui sont déclarés. Et un épuisement professionnel, c'est une destruction psychologique. Hein. C'est pas une petite... c'est pas juste que vous êtes fatigué, besoin de dormir. Vous avez besoin de dormir, vous êtes fatigué, mais surtout, vous avez commencé à être détruit psychologiquement. Alors, quand on a eu le débat là-dessus, évidemment, La République En Marche, moderne et tout ça, toc, ils ont fait une motion de rejet. On discute de rien, on ne discute pas du contenu, salut, au revoir, le texte est rejeté. Les brutes, hein. On ne parle pas des sujets qui intéressent pourtant des milliers et des milliers de Français au travail. Et puis, surtout, je me rappelle d'une intervention où on a dit oui, vous avez l'air de dire que la responsabilité revient exclusivement à l'employeur. Bah ouais, en effet, c'est ce qu'on dit. Parce que c'est l'employeur qui décide des conditions de travail, parce que c'est lui qui dicte la norme, c'est lui qui fixe les objectifs, donc il est responsable. Et c'est à lui de prendre ses précautions. Je ne dis pas qu'il est méchant homme, hein, forcément, ou méchante femme. Mais c'est à lui de prendre des précautions pour s'assurer que les consignes qu'il donne sont supportables. À qui ça va être d'autre? Vous croyez quand même pas que c'est des gens qui s'épuisent professionnellement, par goût, hein? Comme dirait l'autre Nigaud, là, le député de je sais plus où, qui dit les gens qui couchent dans la rue, c'est parce qu'ils préfèrent coucher là. Ah, évidemment. Ces gens-là, ils ne sont pas dans la réalité du monde du travail. Voilà. Je voulais vous parler de ça à propos des travailleurs détachés. Les amis, il faut s'intéresser à la question du travail. Qui travaille, comment on travaille, qu'est-ce qu'on produit, dans quelles conditions, c'est le cœur de la vie de nos sociétés. Et donc le travail détaché, c'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup, ça crée une ambiance déplorable sur les chantiers. Déjà, vous ne savez pas quel gars qui est à côté de vous. Des fois, on ne parle pas la même langue que vous, mais admettons, vous ne savez pas qui c'est, qui est-ce qui l'embauche, dans quelles conditions. Est-ce qu'il va vous aider des fois à dire « Ah ben non, ça on ne le fait pas » ou « Tiens, on pourrait mieux faire comme ça ». Non, 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 il est pris là, à la gorge. Il faut abroger le statut de travailleur détaché. Macron vous a menti. Il n'a rien changé. Sinon empire. Bon, alors si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces, ça nous classe bien. Si vous nous découvrez et que ça vous intéresse, abonnez-vous. Enfin, c'est gratuit, hein, donc ça consiste juste à appuyer à faire un clic. Et voilà, et merci à tous ceux qui nous ont suivis la semaine dernière. Et aux gens qui, des fois, viennent me dire, vous savez, moi je regarde ça toutes les semaines. Je me demande bien pourquoi, mais vous me direz, non, moi je le fais bien toutes les semaines. Donc il y en a bien d'autres qui peuvent le regarder. En tout cas, ça nous encourage. Et on a le sentiment de faire quelque chose d'utile en éclairant les points de vue, en alertant. Attention, hein, c'est pas, je viens pas ici à la revue de la semaine pour fixer la ligne. Hein. C'est hors regard. Voilà, c'est une revue. Merci, à la semaine prochaine.